Apple's falling sales of its iPhones and weakness in China. Apple est l'entreprise la plus sexy du monde. Pourtant, en avril 2025, l'action d'Apple a perdu 23% de sa valeur en une semaine. 800 milliards de dollars évaporés à cause de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. Pendant que les fans d'Apple font la queue devant les App Store pour acheter l'iPhone 17 Pro Max à 2500€, ce qu'ils ne voient pas, c'est qu'Apple est devenu l'esclave de la Chine. La Chine, c'est le principal fournisseur d'Apple, à cause d'un homme qui a fermé les usines américaines pour les délocaliser en Asie, Tim Cook. La Chine, c'est aussi un marché stratégique pour les ventes d'iPhone. Apple y fait jusqu'à 70 milliards de dollars de chiffre d'affaires chaque année. Et si l'action d'Apple s'est remise de son hémorragie, c'est uniquement parce que Donald Trump a exclu les smartphones et les ordinateurs des nouveaux droits de douane qui avaient été imposés à l'époque. Sauf que les droits de douane, ce n'est pas le vrai problème d'Apple. Le vrai problème de la marque à la pomme, c'est l'homme qui a transformé la start-up innovante de Steve Jobs en empire financier, Tim Cook. Quand Tim Cook a pris les rênes d'Apple, personne ne croyait en lui. Steve Jobs paraissait irremplaçable et Cook n'était même pas un créatif, c'est juste un expert en logistique, un homme de l'ombre passionné par les feuilles Excel. Et pourtant, Tim Cook va humilier ses détracteurs et envoyer Apple dans la stratosphère. En 2018, Apple devient la première entreprise à dépasser la barre des 1000 milliards de dollars de valorisation boursière. En 2020, elle devient la première entreprise à dépasser la barre des 2000 milliards et en 2023, elle établit un nouveau record avec une cotation à 3000 milliards de dollars. Tim Cook semble être un magicien, capable de pousser Apple bien au-delà des sommets atteints par Steve Jobs à l'époque. Mais la magie commence à se dissiper. Le 28 octobre 2025, Apple passe la barre des 4000 milliards de dollars de valorisation, sauf que cette fois, ce n'est pas un record. Microsoft, son ennemi historique, a franchi le palier 3 mois avant Apple. Et surtout, à peine 24 heures après que Apple passe la barre des 4000 milliards, la valorisation de Nvidia s'envole au-dessus de 5000 milliards de dollars. Alors ça ne pourrait être qu'un détail. L'IA est en pleine bulle, Nvidia fabrique des GPU indispensables à tous les secteurs, donc la réussite de Nvidia n'est pas synonyme d'échec pour Apple. Sauf qu'en coulisses, le mastodonte dirigé par Tim Cook accumule les cadavres dans les placards. Des échecs cuisants comme le Vision Pro, des produits abandonnés comme l'Apple Car, et surtout plusieurs procès pour publicité mensongère, parce que Apple a pris un retard catastrophique sur l'intelligence artificielle. La situation d'Apple est paradoxale. En apparence, Tim Cook a fait prospérer l'héritage de Jobs pour en faire un monstre financier. Mais pour obtenir ce succès comptable, Cook a lentement asphyxié ce qui faisait d'Apple une entreprise unique. Le danger qui menace Apple, ce n'est pas simplement une baisse du cours de l'action, c'est un déclassement irréversible comme celui qu'on a connu de Nokia et BlackBerry, voire la disparition pure et simple comme pour Kodak. 3 entreprises qui étaient le leader de leur marché, mais qui se sont vues pulvérisées par une nouvelle génération d'entreprises innovantes, dont Apple était le fer de lance. À l'heure où Tim Cook prépare son départ en faisant fuiter des rumeurs, je t'emmène dans les coulisses d'Apple pour comprendre pourquoi la marque va si mal derrière son succès de façade, et comment Tim Cook l'a détruit de l'intérieur. Tim Cook ne voulait pas vraiment travailler chez Apple. Mais alors, pourquoi est-ce que Jobs l'a choisi comme successeur ? Ça peut paraître étrange vu le prestige de la marque aujourd'hui, mais il faut se remettre dans le contexte. Cook est né en 1960 en Alabama. Bon, rassure-toi, je ne vais pas te lire sa page Wikipédia parce que toute sa vie se résume en un seul mot, le travail. En plus d'être studieux à l'école, Tim enchaîne les petits boulots dès l'âge de 10 ans, il se lève à 3h du matin pour distribuer les journaux, assemble les burgers dans un fast-food et sert d'homme à tout faire dans un drugstore local. L'année de ses 17 ans, il entre à l'université pour faire des études d'ingénierie, mais attention, contrairement à Steve Wozniak, le cofondateur d'Apple, qui est un ingénieur électrotechnique, Cook n'est pas intéressé par les ordinateurs. Lui, il choisit de l'ingénierie des systèmes industriels, une spécialité qui se concentre moins sur l'invention pure et dure, mais sur l'optimisation des process. Réduire la consommation énergétique d'un hôpital, améliorer une chaîne de montage dans une usine, ou jongler avec les camions des fournisseurs pour réduire les coûts. Rien à voir avec l'obsession de Steve Jobs pour les produits qui hypnotisent leurs utilisateurs, le métier de Tim Cook, c'est de faire gagner du temps et de l'argent aux entreprises.
Pendant que Cook est à la fac, Steve Jobs et Steve Wozniak révolutionnent l'ordinateur personnel avec le Apple II, le premier ordinateur accessible au grand public grâce à son interface user-friendly. Une révolution qui va créer une nouvelle économie et fournir à Cook ses premiers employeurs. Il rentre d'abord chez IBM, principal concurrent d'Apple, passe chez Intelligent Electronics, un distributeur de matériel informatique, puis se retrouve débauché par l'étoile montante du marché à l'époque, Compaq. Et oui, on parle bien d'un mec qui ne s'est pas intéressé à l'informatique. Partout où il passe, la mission de Cook, c'est d'optimiser la chaîne de production. Mais comme le marché de l'ordinateur personnel est en plein boom, les chargés de logistique ont des migraines. Et Cook joue le rôle du faiseur de miracles. Son ennemi, c'est l'inventaire. Chez Compaq, il transforme toute la chaîne d'approvisionnement pour que les usines reçoivent leurs composants 2 heures avant le début de la fabrication. Et c'est extrêmement difficile à mettre en place. Mais ça fait économiser une montagne de cash à la firme. Et c'est là que Steve Jobs rentre en scène. À peine 6 mois après son arrivée chez Compaq, Tim Cook est approché par un chasseur de tête. Apple veut le débaucher. Mais Cook refuse. On est en 98, Compaq est le plus gros vendeur de PC, tandis qu'Apple est au bord de la faillite. D'ailleurs, si tu veux que je te fasse une vidéo sur l'histoire d'Apple avant l'arrivée de Tim Cook, dis-le moi en commentaire, c'est une histoire qui est passionnante, mais c'est beaucoup trop riche pour que je te raconte tout ça maintenant. Pour faire court, Steve Jobs a claqué les portes d'Apple en 1985, les ventes de Mac se sont lentement effondrées, et dans un twist digne des plus grandes tragédies shakespeariennes, Jobs est redevenu CEO en 1997. Mais attention, CEO, par intérim. Sa mission, c'est de redresser la barre avant que le navire Apple ne sombre définitivement. Et pour sauver son bébé, Jobs doit réorganiser l'entreprise à 2 niveaux. D'abord, il commence par retirer les produits du marché pour clarifier l'offre d'Apple qui était devenue illisible. Ensuite, il s'attaque à la chaîne d'approvisionnement inefficace qui fait perdre des millions de dollars à la boîte. Mais Steve Jobs a beau être un génie, la logistique c'est un métier à part entière. Et il a besoin d'un bras droit qui soit un expert. C'est pour ça que ces chasseurs de tête sollicitent Tim Cook. Et ces recruteurs sont malins. Suite au refus de Cook, il le supplie d'accepter une entrevue avec Jobs. Juste une petite entrevue. Tim Cook est intelligent. Il sait que sans Jobs et Wozniak, Compaq n'existerait pas. Alors, il se dit que c'est l'occasion d'en apprendre plus sur l'histoire de son industrie. Ce qu'il sous-évalue, c'est la force de persuasion de Jobs. Un véritable super pouvoir surnommé par ses employés le champ de distorsion de la réalité. Tim Cook est un analyste froid. Un maniaque de la feuille de calcul. Et pourtant, il va falloir moins de 5 minutes à Jobs pour le convaincre de rejoindre Apple. Dès son arrivée, Cook déploie son savoir-faire. Les entrepôts croulés sous un mois complet d'inventaire. La première année, il réduit le stock à 6 jours. L'année suivante, l'inventaire descend à 2 jours de stock. En 2000, Cook externalise la production en Chine. C'est le début d'un long partenariat entre Apple et la tristement célèbre entreprise Foxconn, qui d'ailleurs a été obligé d'installer des filets anti-suicides parce que leurs salariés avaient la fâcheuse tendance de se jeter par la fenêtre. Pour vous expliquer un peu l'ambiance. La Chine devient alors indispensable pour Apple. Et Tim Cook devient indispensable pour Jobs. Quand Hewlett Packard tente de débaucher Cooks, Jobs crée un poste de Chief Operating Officer exprès pour le retenir. L'iPod Nano, l'iPhone, l'iPad, le Mac Air. Derrière chaque succès commercial, il y a une chaîne de production orchestrée par Cook. Il trouve les fournisseurs, les met sous pression pour obtenir les tarifs imbattables et s'assure que les Apple Store auront le stock nécessaire le jour de la sortie. La confiance entre les deux hommes est telle que Cook assure plusieurs fois le poste de CEO par intérim quand Jobs doit s'absenter pour des raisons de santé. Alors, en 2011, quand Jobs sent qu'il ne lui reste plus que quelques semaines à vivre, la décision lui paraît évidente. Tim Cook est le mieux placé pour lui succéder. Oui, Apple est devenu une légende grâce à ses produits iconiques. Mais en interne, on murmure que 50% de la valeur d'Apple repose sur sa chaîne logistique. Et donc, sur Cook. Au moment de confier à Tim le destin de son entreprise déjà devenue légendaire, Steve pèse soigneusement ses mots. Ne te demande pas ce que j'aurais fait à ta place, fais ce qui est juste pour Apple. Et effectivement, Cook va prendre un virage à 180 degrés à l'empire de Steve Jobs. Dès 2012, Tim Cook décide de distribuer des dividendes aux actionnaires. C'est en rupture totale avec l'approche de Steve Jobs. Pour Jobs, redistribuer une partie des bénéfices aux actionnaires d'Apple, c'était affaiblir le budget recherche et développement. Pour Cook, c'est une manière de rassurer le marché. Mais ce n'est que l'apéritif. En plus des dividendes, Apple se lance dans une campagne de rachat d'actions inédite. 10 milliards de dollars en 2011, 90 milliards en 2014, 200 milliards en 2017, et aujourd'hui, Apple en est à plus de 500 milliards de dollars de rachat d'actions. C'est la plus grosse campagne de rachat d'actions de l'histoire entière de la bourse. Cette frénésie, elle poursuit 2 objectifs.
1. La souveraineté. 2. La communication. Normalement, une entreprise émet des actions pour se financer. Mais dans les startups, c'est aussi une manière de recruter des salariés de haut niveau tout en économisant sur leur salaire. Au lieu d'une paye mirobolante, ceux qui croient au potentiel de l'entreprise acceptent un salaire moins élevé en contrepartie d'actions qui les rendront certainement multimillionnaires si l'entreprise devient une licorne. Le problème, c'est que plus l'entreprise grossit, plus elle distribue des actions au-delà du cercle des fondateurs, et plus ça augmente le risque qu'un concurrent lance ce qu'on appelle un rachat hostile. Le premier intérêt du rachat d'actions, c'est donc de contrebalancer la dispersion totale du capital. Mais le rachat d'actions, c'est aussi un instrument politique. En lançant cette campagne, Tim Cook envoie un double signal au marché. Premièrement, Apple a une trésorerie parfaitement gérée puisqu'elle peut dépenser des milliards de dollars dans le rachat de ses actions. Deuxièmement, l'action Apple est un excellent investissement, probablement sous-évalué parce que nous savons que les recettes futures vont être colossales. Si Tim Cook est si confiant, c'est parce qu'il a une stratégie pour faire fructifier l'héritage de Jobs, les services. Apple Pay en 2014, Apple Music en 2015, un déluge de services en 2019 avec Apple TV, Apple News, Apple Arcade et surtout, carte de paiement, Apple Card. Parce que oui, aux États-Unis, Apple est en train de se transformer en banque. En partenariat avec Goldman Sachs, il te propose une carte de crédit intégrée directement à Apple Pay. La promesse derrière, une carte entièrement gratuite, même pour la version physique, et sans frais à l'étranger. La promesse n'est pas mensongère, mais pour Apple, la rentabilité est ailleurs. On est sur une carte de crédit revolving, dans la grande tradition américaine. À la fin de chaque mois, tu reçois le solde de tes dépenses, et si tu ne peux pas payer comptant, ta dette est reportée le mois suivant avec des intérêts à taux variable. Et attention, ça peut faire très mal, car on est très loin des taux français, avec des taux qui oscillent entre 18 et 28%. Le but de ce déluge de services, c'est de maximiser ce qu'on appelle le Customer Lifetime Value, ou plus communément appelé la LTV. La LTV, c'est la valeur financière qu'apporte un client à une entreprise pour la durée totale de leur relation. Par exemple, imaginons qu'après des années passées sur des téléphones Samsung, tu craques pour l'iPhone 15 Pro Max malgré son prix abusé de 1199 $. Tant que tu n'achètes pas un nouvel iPhone, ta LTV est de 1199 $. Maintenant, si on ajoute un abonnement Apple TV à 9,99 par mois, rien que l'année qui suit l'achat de ton téléphone, ta LTV passe à 1319 $. Et si tu craques pour l'abonnement Apple News Plus à 19,99 par mois, au bout d'une petite année de relation avec Apple, tu es désormais à 1523 $. Même si tu gardes ton téléphone plusieurs années car tu n'es pas influenceur, grâce à ces deux petits abonnements, au bout de 5 ans, ta LTV est à 2818 $. Nous sommes donc passés de 1199 à 2818. Et ça, c'est du service, qui n'a pas forcément la même marge. En moyenne, Apple fait 36% de marge sur son hardware. C'est confortable, grâce à l'image premium que l'entreprise a construite au fil des années, mais sur le service, Apple fait 75% de marge. Une véritable mine d'or qui fonctionne comme une rente sur le hardware. C'est le prolongement de la stratégie mise en place par Jobs à l'époque de l'Apple Store. Prendre 30% des commissions de tous les achats faits sur l'Apple Store. C'était déjà une manière pour Apple de se créer une rente sur l'iPhone. Sous Tim Cook, le chiffre d'affaires généré par les services a explosé. En 2012, c'était 13 milliards de dollars. En 2023, c'était 85 milliards de dollars. Ce n'est pas seulement un moyen de maximiser cette LTV, c'est aussi une manière de diversifier les revenus d'Apple. En effet, Apple souffre énormément d'une dépendance envers son produit star. Depuis 2012, l'iPhone représente à lui seul la moitié du chiffre d'affaires de la marque à la pomme. Et c'est pour ça que Tim Cook met le paquet sur les services. Une stratégie efficace, mais qui a un talon d'Achille. L'écosystème de services n'a de valeur que si les appareils Apple continuent de faire rêver. Et sur ce point, la situation est catastrophique. En 2007, l'iPhone c'était la révolution de l'écran tactile, une technologie qui a rendu les smartphones incontournables et qui a ouvert la voie aux tablettes. En 2008, l'iPhone 3G c'était la double révolution de l'App Store et de l'internet mobile. Les jeux mobiles, le téléphone qui se transforme en GPS, la possibilité de consulter tes comptes pendant que tu fais tes courses, tout ça a révolutionné la manière dont on consomme et dont on communique. En 2010, l'iPhone 4 c'était la possibilité d'enregistrer des vidéos en 720p. C'est moins spectaculaire que la 3G, mais ça a fait exploser la création et la consommation des vidéos en ligne. Sauf que cette époque est terminée. Parce que pour ajouter une troisième caméra arrière à l'iPhone 11, c'est un progrès technique, mais pas une révolution. Aujourd'hui, quand Apple annonce la sortie d'un nouvel iPhone, on sait déjà qu'il y aura 3 caméras. Et la question existentielle, c'est juste de savoir si le modèle sera disponible en coloris lavande. Et tout ça pendant que Samsung expérimente avec ses téléphones pliables. L'iPhone n'est pas seulement devenu chiant, il est devenu une source de moquerie. Alors tu vas peut-être me dire, oui Thibaut, mais l'Apple Watch, c'est une vraie innovation.
C'est vrai, l'Apple Watch rappelle la grande époque de Steve Jobs, ce n'était pas la première montre intelligente du marché, mais l'iPhone n'était pas non plus le premier smartphone. C'était une amélioration spectaculaire d'un produit initié par d'autres. Sauf que l'Apple Watch, elle a été conçue par Johnny Ive. Et lui, c'est l'héritier spirituel de Jobs. Un designer jusqu'au boutiste qui a travaillé les produits les plus iconiques d'Apple. L'iMac, l'iPod, l'iPhone, l'iPad, le MacBook. C'est même lui qui a conçu les premiers Apple Store et qui a dessiné le siège futuriste d'Apple avec son anneau de verre. Bref, Johnny Ive est un survivant de l'ère de Steve Jobs. L'époque où ce qui comptait plus que tout chez Apple, c'était de faire des produits qui ravissent l'utilisateur. Mais Johnny Ive a quitté Apple en 2019, fatigué de devoir se battre contre la logistique comptable de Tim Cook. Et puis s'ils ne vendent que soit l'Apple Watch, ça reste un accessoire qui ne remplace pas l'iPhone. Le piège de la dépendance se referme inexorablement d'ailleurs sur Apple. L'iPhone domine encore le marché dans 5 pays. États-Unis, Canada, Australie, Japon et Royaume-Uni. Mais à l'échelle mondiale, ça fait longtemps que les téléphones Android ont gagné. Ils représentent 2/3 du marché. Et la domination Android semble se renforcer avec la poussée des fabricants chinois. Au-delà de la victoire d'Android, c'est tout le marché des smartphones qui stagne, parce qu'il est arrivé à maturité. Le déploiement de la 5G a légèrement relancé les ventes, mais les prévisions tablent sur moins de 2% de croissance sur les prochaines années. Donc, Apple doit résoudre cette équation paradoxale. Les services lui permettent de se diversifier, mais pour se diversifier, il faut vendre des iPhones dans un marché mature où les perspectives de croissance sont inexistantes. C'est pour ça qu'Apple a tenté de développer une voiture intelligente, sans succès. Et c'est pour ça qu'ils ont créé le Vision Pro. Le Vision Pro, c'est une merveille de technologie. De l'anti-caca, 2 processeurs, 5 capteurs, 6 micros, 12 caméras, le tout dans un appareil qui pèse moins de 800 grammes. C'est fou. Et pour accoucher de ce bijou, Apple a dépensé 20 milliards de dollars en recherche et développement. C'est 90 fois plus que son premier iPhone qui avait coûté 226 millions de dollars. Et ce budget pharaonique était nécessaire. Le Vision Pro a plusieurs années d'avance sur la concurrence, c'est exactement comme l'écran Retina de l'iPhone 4 qui pulvérisait les écrans des autres smartphones. La différence, c'est qu'à l'époque de l'iPhone 4, le marché, c'est-à-dire toi et moi, on avait adopté les smartphones à écran tactile. C'était devenu la norme. Mais les casques de réalité virtuelle, à l'origine, ça reste un produit ultra niche, réservé surtout aux gamers. Le pari d'Apple, c'est de séduire les professionnels avec des applications de bureau. C'est aussi de faire du levier sur l'ultra premium de la marque, sortir un produit réservé à une minorité pour créer cette espèce de fascination chez monsieur tout le monde, et surtout de rendre les casques de réalité augmentée désirables. Sauf que Apple s'est pris les pieds dans le tapis. Le prix du casque, 3500 $, n'a pas fait du Vision Pro un produit qu'on désire. Il a scandalisé les fans. Apple a confondu innovation et prouesse technique. Le casque n'a pas de killer app, une autonomie trop faible pour remplacer un bon laptop, et en plus, il est socially awkward. Résultat, en 2 ans, le casque s'est vendu à 500 000 exemplaires. Comparé aux 225 millions d'iPhones vendus en 2024, c'est un fiasco. Pourtant, on ne peut pas blâmer Apple d'avoir tenté sa chance. Le Vision Pro, c'est une exploration de ce que pourrait être le smartphone du futur. Le téléphone, c'est une plateforme. Si la réalité augmentée remplace la téléphonie, la nouvelle plateforme sera certainement le casque, ou plus probablement les lunettes. L'entreprise qui contrôle cette nouvelle plateforme se coiffera en revenus publicitaires et en commissions exactement comme Google et Apple se goinfrent sur les App Store. Et c'est indispensable de se positionner dans cette course. C'est pour ça que Meta dépense des milliards dans ses lunettes. Le problème, c'est que le Vision Pro est symptomatique de la différence entre Cook et Steve Jobs. Pour Steve Jobs, un bon produit devrait être à la fois beau et utile. Au contraire, le Vision Pro, c'est l'incarnation de la philosophie industrielle de Cook. Des matériaux premium, une miniaturisation miraculeuse, une chaîne de production impeccable. De l'optimisation dans tous les sens, mais aucune pertinence dans les usages. Sans la vision de Jobs et sans l'ambition de Ive, Apple n'a plus de jus créatif. Cook est un véritable optimisateur, mais par définition, on optimise uniquement ce qui existe déjà. En fait, si Apple a connu une croissance spectaculaire dans les années 2010, c'est grâce à son inertie. Avec un marché smartphone en pleine explosion et avec l'héritage des produits imaginés par Jobs, Apple n'avait pas besoin d'être innovant pour grossir. Elles avaient juste besoin d'un bon gestionnaire, et de ce point de vue, Tim Cook était un excellent choix. Mais aujourd'hui, cette inertie se paye très cher. Pendant que Tim Cook misait 20 milliards de dollars sur le Vision Pro, les autres GAFAM investissaient massivement dans les IA génératives. Résultat, Apple a pris plusieurs années de retard sur ses concurrents. Et c'est le plus grand risque existentiel auquel la firme doit faire face depuis les années 90. Pas uniquement à cause du retard pris par Apple, mais aussi parce que l'IA est en contradiction fondamentale avec sa philosophie.
Depuis le lancement de ChatGPT en novembre 2022, l'IA générative est perçue comme une véritable révolution technologique qui va changer le monde, pour le meilleur ou pour le pire. Mais les LLM, les modèles de langage comme ChatGPT, Claude ou Gemini, ils ont besoin de puces très particulières pour fonctionner, notamment des NPU et des GPU. Et c'est pour ça que Nvidia, qui fabrique les GPU, est devenue la star de la bourse américaine. Or, en 2023, Apple possédait seulement 50 000 puces IA, toutes catégories confondues. La même année, Meta en possédait 150 000, Microsoft en possédait 500 000 et Google en possédait 1 million. Et quand le responsable de l'IA chez Apple a voulu en acheter 50 000 supplémentaires, Cook a approuvé sa demande, mais le service financier d'Apple s'y est opposé. Un comble quand on sait que la même année, Apple a sorti 77 milliards de dollars pour ses rachats d'actions. La culture comptable que Cook a insufflée chez Apple est en train de se retourner contre lui. Et ce n'est pas tout, il y a aussi le problème de la vie privée. Apple a construit une partie de son image de la marque sur la bienveillance et la protection des données utilisateurs. L'équation que Tim Cook doit résoudre maintenant, c'est comment faire tourner une IA digne de ce nom sur les produits Apple, tout en s'assurant qu'il n'y aura aucune fuite de données personnelles. Même si tu utilises cette IA pour écrire tes emails, retoucher tes photos de famille, préparer ton budget de vacances. Ça rajoute une énorme contrainte technique qui ralentit Apple. Pourtant, coup de théâtre, en juin 2024, Tim Cook annonce un nouveau Siri, plus personnel, Apple Intelligence. Et les actionnaires sont rassurés. L'action passe pour la première fois au-dessus de 200 $. 2 mois plus tard, Tim Cook présente l'iPhone 16 comme le premier iPhone nativement conçu pour l'IA, histoire de justifier les 869 € de la version d'entrée de gamme. Sauf que tout ça, c'est du marketing. À la sortie du téléphone, les gens s'aperçoivent que Apple Intelligence est aussi claqué que Siri. La correction orthographique bug non-stop. L'IA te redirige vers ChatGPT parce qu'elle ne comprend pas tes questions. Et pire, elle est incapable de résumer un article d'actualité et balance des fake news dans les notifications. Mais ce n'est pas tout, il manque plusieurs fonctionnalités, alors que les publicités d'Apple présentent déjà ces fonctionnalités comme disponibles maintenant. Du coup, plusieurs utilisateurs assignent Apple en justice pour publicité mensongère. Une honte pour une marque que Steve Jobs a construite autour de la satisfaction des utilisateurs. Le retard d'Apple sur l'IA est irrattrapable, au point qu'en novembre 2025, plus d'un an après le lancement d'Apple Intelligence, Tim Cook a conclu un deal avec Google. Pour la modique somme de 1 milliard de dollars par an, Apple va pouvoir utiliser Gemini pour construire son Siri du futur. Et c'est peut-être la plus grande humiliation de toute l'histoire d'Apple. Le champion de la vie privée obligé d'aller quémander de l'aide aux géants de la collecte de données. Enfin, ça c'est le discours que tu entends sur les réseaux sociaux et les médias généralistes. Mais si je te disais que Tim Cook vient enfin de faire un choix digne de Steve Jobs. Il y a un épisode dans l'histoire d'Apple dont peu de personnes se souviennent. On était en 1997 à la convention Macworld. C'est le retour du Jedi. Steve Jobs vient de reprendre la direction d'Apple pour sa première conférence en tant que CEO. Devant des fans en extase, il annonce un partenariat avec Microsoft. Internet Explorer sera le navigateur par défaut sur les Mac. La foule est scandalisée. Mais en quelques phrases, Jobs met tout le monde d'accord. See Apple healthy and prospering again, we have to let go of a few things here. We have to let go of this notion that for Apple to win, Microsoft has to lose. We have to embrace a notion that for Apple to win, Apple has to do a really good job. And if others are going to help us, that's great, because we need all the help we can get. And if we screw up and we don't do a good job, it's not somebody else's fault, it's our fault. Encore une fois, Steve Jobs retourne la foule avec son champ de distorsion de la réalité. Mais derrière les bons sentiments, il y a un coup de génie stratégique. Jobs est pragmatique. Il utilise l'argent et la force de frappe de Microsoft pour gagner du temps et se concentrer sur ce qui va sauver Apple, l'iMac. Aujourd'hui, Tim Cook refait exactement le même coup de poker. En intégrant l'IA de Google, il fait pareil. Il admet qu'Apple a perdu la bataille des LLM. Et il revient aux fondamentaux, la satisfaction des utilisateurs. Si Gemini est la meilleure IA du marché, alors Apple offrira la meilleure IA du marché à ses fans. Ce qui ressemble à une humiliation est peut-être le début d'une renaissance. Par contre, il va falloir transformer l'essai. Ce qui a sauvé Apple de la faillite, ce n'est pas uniquement la réorganisation de sa chaîne de production orchestrée par Cook, c'est avant tout le miracle de l'iMac, un ordinateur révolutionnaire qui est devenu l'incarnation du cool. Ce qui a transformé Apple en empire, c'est l'innovation de l'iPod, suivie par la révolution de l'iPhone. Apple gagne du temps avec Gemini, mais ils doivent inventer l'iPhone du futur. Est-ce que ce sera l'iPhone pliable ou les lunettes de réalité augmentée? C'est trop tôt pour le dire. Et ils peuvent encore se planter. Alors non, Tim Cook n'a pas détruit Apple. Il a tué sa culture de l'innovation. Mais c'était inévitable.
Disney, Sony et même Microsoft ont connu une phase de stagnation après le départ de leur créateur. Steve Jobs a offert une entreprise rebelle à Tim Cook. Cook en a fait une machine bien huilée, une immense chaîne d'assemblage qui ronronne au point de s'endormir. Pourtant, on peut encore être optimiste. Entre sa montagne de cash, son savoir-faire technique et son écosystème de services, Apple est assis sur un véritable trésor de guerre. Il est temps maintenant que Tim Cook laisse sa place à un dirigeant créatif, un designer qui osera reconnecter Apple avec son ADN de créativité révolutionnaire. Mais il ne faut pas rêver. En 97, Apple c'était une startup de 13 000 employés. Aujourd'hui, c'est un léviathan de 166 000 employés, avec des millions d'actionnaires et une inertie bureaucratique capable de mettre des bâtons dans les roues du plus créatif des CEO. Et toi, fan d'Apple ou non, est-ce que tu paries sur le comeback de la marque à la pomme? Ou est-ce que tu penses qu'ils sont définitivement perdus dans les limbes de l'optimisation financière? Dis-le moi en commentaire et souviens-toi que l'avenir ne se subit pas, il se comprend et il se construit ensemble. The era of setting this up as a competition between Apple and Microsoft is over as far as I'm concerned. This is about getting Apple healthy, and this is about Apple being able to make incredibly great contributions to the industry to get healthy and prosper again.